C'est une démocratie politique et économique qui correspond à ce que nous appelons, quant à nous, et sans avoir le fétichisme des mots, une démocratie telle que notre pays n'en a jamais connue, parce qu'il fera du bonheur une idée neuve en France. Maud Dugrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur, l'autrice, je ne sais pas ce qu'il faut dire, ce à quoi L'autrice, c'est bien. L'autrice. Vous êtes l'autrice de La Petite République de Saillant. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots votre démarche, votre enquête et ce que contient cet ouvrage? Oui. Alors, Saillant, il se trouve que c'est un village qui est mon village d'origine. Et je suis revenue m'installer dans la Drôme 2 ans avant les élections municipales de 2014. Alors, je me suis pas réinstallée dans mon village d'origine. Je me suis installée à quelques kilomètres. Mais voilà, je suis journaliste et je venais de quitter le journal de l'Humanité. J'ai bien sûr suivi ce qui s'est passé à Saillant parce que tout simplement ma mère y vit. Il s'est passé des choses assez intéressantes, c'est-à-dire qu'il y avait un projet d'implantation d'un supermarché à l'extérieur de ce petit village de 1300 habitants. Le village n'a pas souhaité ce supermarché. Donc pendant 1 an et demi, il y a eu une grosse mobilisation contre ce projet. Cette mobilisation a payé parce que ce supermarché a finalement renoncé et ne s'est pas installé dans le village. À l'époque, j'avais un bébé, donc j'étais pas du tout à toutes les manifs et je me faisais engueuler par ma mère qui se demandait pourquoi je n'étais pas sur place. D'autant plus après, du coup, ça a été très intéressant aussi parce que du coup, cette équipe, une partie de l'équipe qui a lutté contre ce projet d'implantation de supermarché s'est dit, bon là, on est à quelques mois des municipales, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être créer une liste ou en tout cas monter un projet aux élections municipales. Et ce qui ressortait de ces mobilisations, c'était en fait le manque de transparence autour de ce projet d'implantation du supermarché. La population s'est sentie non seulement pas consultée, mais n'était pas informée de l'évolution du projet. Et l'ancien maire avait plutôt un peu décidé tout seul avec le supermarché. Donc les gens qui ont souhaité se lancer dans une action politique sont partis de là. C'est parti d'abord pour eux une certaine révolte et même il y avait les mots de déni de démocratie. Voilà, donc ils ont monté un projet, ils ont monté d'abord. Il y a eu une idée de faire 3 réunions publiques, sans programme préétabli, sans candidat autoproclamé. Et ces réunions publiques ont eu énormément de succès. Vraiment à la surprise des habitants, eux-mêmes, les premiers. Parce qu'elles étaient organisées d'une certaine façon complètement nouvelle pour le village, où chacun pouvait s'exprimer pour la première fois. Alors, organisation en table de travail. On réfléchit à 10 ce qu'on souhaiterait pour l'avenir de notre village. Et ça, c'était quelque chose de complètement nouveau, d'expérimentation concrète de la prise de parole. Et donc, ce processus de ces 3 réunions publiques a abouti ensuite une désignation de futurs candidats et à des élections qui ont été remportées par cette liste citoyenne sans programme préétabli au départ et sans candidat. Et moi, j'étais à côté et j'ai suivi tout ça. Saillant, ayant gagné les élections en 2014, on était dans un climat assez compliqué politiquement. Le Front National avait fait encore des scores importants. Et du coup, les médias se sont rués sur Saillant. Moi, ça m'a un peu pétrifiée au début parce que j'étais inquiète en fait pour le village. Mais bon, peu à peu, je me suis frayé un chemin pour essayer de parler de ce village qui était le mien. Et donc, j'ai commencé moi aussi à écrire des articles. Et puis, c'est à l'issue de ce processus qu'au bout de 4 ans, je me suis dit, bon, il va falloir aller plus loin parce qu'il y avait des choses à raconter dans la complexité. Donc là, c'est le départ. Donc vous avez documenté à la fois le point de départ, mais en même temps, une fois que les élections ont été remportées, vous avez continué à raconter l'histoire de ce village, de cette équipe également municipale. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment s'est passée la prise de pouvoir, parce que vous venez de le faire, c'est par des élections tout à fait classiques, mais une fois que les élus sont entrés dans l'hôtel de ville et ont commencé à investir leur mandat, comment les choses se sont passées techniquement, eux qui n'étaient pas des professionnels de la politique? Oui, s'il y avait 2 personnes qui avaient été adjointes. Enfin voilà, vraiment pas des professionnels. Alors déjà, première chose intéressante, je trouve à noter, qui pour moi a toujours du sens 6 ans après, il a été question pour cette équipe. Alors déjà, le maire a été désigné par ses colistiers et ils ont fonctionné sur un système de collégialité, c'est-à-dire que le maire et la première adjointe ont exercé des responsabilités bicéphales, mais réellement, c'est-à-dire que ça s'est construit sur les 6 ans. Ces 2-là ne se sont pas quittés.
Et chaque adjoint a travaillé en binôme, voire en trinôme. Donc là, déjà, il y avait cette idée de non-concentration des pouvoirs. Et puis, à plusieurs, on est plus intelligent. On va bosser ensemble. C'est un peu Ensuite, excusez-moi, je vous coupe, mais c'est ouais, un bien peu ce sûr. que Michel Rubirola, c'est en tout cas ce qu'elle appelait de ses voeux dans, on le dit dans l'article d'Ariane Chemin, justement sur cette prise du pouvoir par des gens qui ne sont pas forcément des professionnels de la politique. Elle déplorait elle-même de ne pas être un maire bis, ou en tout cas de ne pas avoir un binôme. Bon, elle l'a dans la personne de son premier adjoint, bien sûr, mais elle dit voilà, ce serait plus intéressant de travailler en binôme, en tandem. Est-ce que donc c'est ça que vous Les textes, la loi ne le permet pas. Nous sommes encore dans un système vertical. L'équipe de Saillant a eu donc le souhait de renverser la pyramide, donc de partir des citoyens et de construire une nouvelle gouvernance. Donc évidemment, la question de la collégialité était au cœur, puisque personne n'avait rêvé pendant 2 ans en se rasant le matin d'être maire du village, puisque le maire a été désigné parce qu'il a été désigné par les autres pour des qualités de médiation et de médiateur. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs qu'il a tenu parfaitement pendant les 6 ans. Donc voilà, ils auraient bien aimé avoir 2 maires. Donc bon, ils se sont arrangés avec la loi, il n'en faut qu'un. Du coup, avec la première adjointe, ils l'ont fait. Mais ils l'ont réellement fait. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment eu 2 maires dans cette commune-là. Voilà. Autre chose, à mon avis, importante à noter, ils ont réfléchi à la question de la répartition des indemnités. Et là, je suis une autre commune qui a été, dont l'équipe citoyenne vient d'être élue là en 2020 en se revendiquant de Saillant. Ils ont fait exactement la même chose. Et c'est très intéressant parce que on met à plat les revenus de chacun, les disponibilités de chacun, parce que ça, on le verra tout à l'heure, hein, la question de la citoyenneté et de l'engagement, c'est la question du temps et de l'argent. Donc, on met tout à plat. Toi, tu as encore un crédit à payer, tu as des enfants à élever, mais tu peux donner du temps parce que tu vas te mettre à mi-temps. Bon, toi, tu vas avoir plus d'argent que moi qui suis retraité, qui n'ai pas besoin. Donc, ils ont vraiment réfléchi en fonction des besoins et des qualités et de l'engagement de possible des uns et des autres. Donc ça aussi, c'est quand même très intéressant pour aussi que les gens ne lâchent pas l'affaire au bout de... Parce que qu'est-ce qui se passe dans la réalité dans les communes? C'est le maire et les premiers adjoints qui tiennent le coup sur les 6 ans et qui se mettent à travailler en petits comités. Souvent, les autres adjoints, on ne les voit plus au bout d'un moment parce que voilà, ils sont trop loin des décisions et puis parce qu'ils n'ont pas... Voilà, vous voyez, donc la question quand même, je trouve, du temps de la citoyenneté et donc de l'argent qu'on va y consacrer, je trouve que c'est intéressant qu'il se soit pris à bras-le-corps cette histoire. Et évidemment, donc je reviens à la question que vous m'avez posée. Donc l'autre axe important, donc il y avait la collégialité, la transparence et la participation. Donc là, évidemment, on va dire que c'était le nerf de la guerre. Donc parmi les premières décisions qui ont été prises, celle d'ouvrir les portes de la mairie. Les portes de la mairie ont été ouvertes une semaine après les élections, un dimanche, et la population est venue massivement. 250 personnes sont passées dans cette mairie ce jour-là, et les habitants étaient invités à s'inscrire dans des commissions qui avaient été élaborées et décidées pendant la campagne électorale et qui étaient en fait des commissions qui étaient les commissions principales de qu'est-ce qu'on souhaite faire pour notre commune. Et donc les gens venaient s'inscrire pour ensuite participer à des réunions, ce qu'ils appelaient des groupes de travail, des groupes action-projet, sur certains points. Donc ça, c'était déjà la première chose, l'ouverture de la mairie. Et pour ceux qui l'ont vécu, ça a été un moment très important. Voilà, au fur et à mesure, la gouvernance est changée, la collégialité s'installe, la participation, on l'enclenche en faisant venir les citoyens répondent présents, et puis voilà, le processus s'enclenche. Une des premières choses qu'il a fallu travailler, c'était la question des rythmes scolaires. C'était à l'époque de la réforme des rythmes scolaires. Eh bien, un groupe de travail, ça a été le premier, s'est constitué parce que là, on était donc aux élections d'avril. Il fallait dès septembre réformer les rythmes scolaires. Donc là, ça a bossé dur. Une trentaine de citoyens ont bossé pendant 4, 5, 6 réunions pour se décider, ok, en septembre, on va mettre en place un nouveau rythme scolaire avec des activités l'après-midi. Voilà, ça, je me souviens, c'était vraiment le premier groupe de travail qui s'est mis en place. Et tout au long de la mandature, évidemment, les citoyens ont été amenés à plancher sur des sujets qui les intéressaient. Après, la difficulté, une question subsidiaire à cette question des obstacles. Si on reprend le point de départ de la mobilisation qui donc concerne le supermarché, c'est un phénomène bien connu des géographes qui documentent cela sur le Not in my backyard, sur
on veut pas de telle installation, on veut pas de tel équipement, et on considère que nous avons évidemment une prise sur la décision par rapport à cette implantation. Mais on assiste aussi dans beaucoup de communes à l'heure actuelle, souvent des communes périphériques, à un phénomène c'est plutôt le back in my backyard, le BIMBY. Est-ce que la question sociale, la question économique, des équipements, la question de l'emploi était aussi au cœur du projet donc on part du supermarché qu'on refuse, mais est-ce qu'il y avait cette préoccupation-là? Puisque vous nous parlez de beaucoup d'outils et d'instruments, et moi je trouve ça très intéressant, de budget également, mais du point de vue de ce qui se passe dans cette commune. On est plutôt dans une région où le Front National n'est pas majoritaire, loin de là, même si, voilà. Alors, sur l'histoire du supermarché, il faut savoir que le village de Saillant est un des rares villages de la vallée qui a encore énormément de commerce de proximité. Donc déjà en 2012, des citoyens, avant, je pense, les maires, avaient compris que ce mouvement d'implantation des gros supermarchés était la fermeture. On sait que c'est comme ça qu'on fait crever un centre-ville ou un centre-bourg. Voilà. Donc ils l'avaient compris avant les politiques, de mon point de vue. Et surtout que Saillant a vraiment un tissu commercial exceptionnel. Et ça n'a pas cessé depuis de s'arranger. C'est-à-dire que, un exemple très précis, dans le village, il y a un petit supermarché Casino qui fait bien son office. Et puis ensuite, vous avez tous les commerces de bouche, et en plus des commerces de bouche de qualité. Il y a 2 ans, ou 3 ans maintenant, c'est ouvert un magasin de producteurs. Une quarantaine de producteurs de la région de Saillant viennent vendre leurs produits. J'ai des proches qui, avant, allaient régulièrement faire leur plein au supermarché. Donc, prenaient la voiture pour faire 15 km pour aller acheter le papier toilette, je vous la fais, la lessive, qui coûte un peu cher au petit casino sur place. Avec l'arrivée du magasin de producteurs, beaucoup de mes proches ont constaté à l'usage qu'ils ne prenaient plus la voiture pour aller au supermarché, qu'ils n'avaient plus besoin de quitter leur village pour se nourrir. Parce que du coup, en prenant moins la voiture, ils font des économies. Donc du coup, ils sont OK pour aller acheter leur papier toilette à la petite supérette Casino, qui fait vivre un couple, peut-être chichement, mais qui s'en sort, voyez. Donc ça, pour moi, c'est un phénomène vraiment intéressant que j'ai observé là, c'est-à-dire que non, là, ça devient concret. On peut ne plus quitter son petit village si on a tout ce qu'il faut, et en plus des commerces de qualité, pour aller à l'hypermarché à 15 km. Voilà. En tout cas, voilà, la promesse de travail, d'embauche par le supermarché, non. Il y a une activité de commerce très dynamique dans le village, et qui risquait, là c'est clair, parce que tous les villages de la vallée de la Drôme sont en difficulté dans leur centre-bourg. Alors je vous remercie, ça répond à ma question en effet sur l'activité économique, le tissu différents commerces, puisque c'était un des points de départ, mais j'aimerais également vous interroger sur les obstacles que vous avez repérés au moment de la mise en place de cette expérience-là. Donc on a tendance à imaginer que ces jeunes élus, jeunes dans leur connaissance du métier, avaient les défauts de leur qualité. Donc, est-ce que ça a été un obstacle, justement, cette naïveté, même parfois, et ce qui est peut-être intéressant, et quels ont été les autres obstacles, mis à part ce que vous avez déjà évoqué, c'est-à-dire le temps et l'argent, qui sont des obstacles? Alors, c'est vrai que de parler de naïveté, c'est intéressant. Alors, parmi les obstacles, évidemment, la question de la participation, elle est centrale. C'est-à-dire que je me souviens qu'au bout d'1 an, déjà, ils se disaient, oh là là, on a moins de monde, est-ce que les gens vont continuer à venir? Comment est-ce qu'on va faire pour tenir, en fait, cet engagement-là? Comment est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va arriver à continuer à convaincre de l'intérêt de venir à des réunions, etc. Donc ça n'a cessé de les obséder pendant des années. Surtout qu'au début, ils se sont retrouvés vraiment la tête dans le guidon. C'est-à-dire que quand on se retrouve à la tête d'une municipalité, on a un quotidien à gérer qui est absolument débordant. On a une équipe municipale aussi, des techniciens. C'est comme une entreprise. Donc ça, c'est pour les élus, c'est souvent un gros choc, ça. Donc ils se sont retrouvés aussi à devoir poser des questions à leurs citoyens sur la couleur des pots de fleurs, par exemple. Alors il y avait des questions plus fondamentales, mais on leur a aussi reproché de leur dire non mais attendez, vous allez quand même pas nous faire des réunions pour des histoires de pots de fleurs. Mais comme le principe était celui-là, eh bien tout était mis en débat. Donc ça, c'était effectivement peut-être un piège qui était compliqué pour eux. Évidemment qu'il faudrait hiérarchiser et hiérarchiser les priorités. Et évidemment qu'il y a des sujets qui méritent et peut-être moins d'autres. Donc ça fait partie des difficultés. Mais pour ça, ils étaient tellement sincères qu'ils ont vraiment tellement joué la carte de la transparence totale
Voilà, c'était aussi ce qui faisait le sel de cette aventure. Mais évidemment, les années passant, ils se sont rendus compte que la participation s'essoufflait. Même des crispations commençaient à avoir lieu dans le village, ou alors des agacements. C'est quoi cette histoire de réunion? La question d'aller en réunion pour donner son avis pose la question de la prise de parole en public. La parole, c'est pas accessible pour tout le monde. Exprimer une pensée élaborée en face de ses voisins avec qui je vis tous les jours, c'est pas si simple. Donc peut-être que la réunion n'est peut-être pas le meilleur modèle, la meilleure idée pour faire vivre une démocratie citoyenne. Voilà, mais ils n'avaient pas d'autres, pour l'instant, à ce moment-là, pas d'autres outils en main. Alors, quand même, ce qu'ils se sont dit, et là où j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, c'est qu'il fallait réformer le plan local d'urbanisme. Et là, ils se sont dit, et là aussi, avec leur naïveté, ah ben chouette, voilà un vrai sujet profond, politique de fond. Et là, on va peut-être pouvoir vraiment expérimenter la participation sur un sujet beaucoup plus important que la couleur des pots de fleurs. Et là, ils ont eu l'idée de mettre en place le tirage au sort. Je crois que au départ, c'était une cinquantaine de citoyens qui ont été tirés au sort pour finalement constituer un groupe de citoyens sur le PLU d'une douzaine de citoyens. Et là, ils ont fait un travail de dingue. C'est-à-dire que ces citoyens, avec des élus, ont travaillé pendant 2 ans à l'aide d'experts qui venaient évidemment les aider à s'emparer de ces documents qui sont d'une complication à vous donner mal à la tête. Donc ils ont passé des soirées, des journées. Ils ont été extrêmement créatifs et là ils ont fait appel à une association d'éducation populaire qui les a aidés à inventer des nouveaux modèles. Donc ils ont fait des sentiers, des balades autour du PLU pour comprendre un paysage, comprendre un territoire, des cartes en 3D installées devant l'église le jour du marché, des lectures de PLU le soir à la mairie pour s'emparer de ces textes et essayer de les comprendre. Donc là, ils ont vraiment mis le paquet, à la fois par l'audace du tirage au sort, mais aussi par la créativité des outils. On invente autre chose pour pas emmerder les gens, quoi, parce que déjà que le PLU c'est compliqué, voilà. Mais évidemment, toute la candeur, c'est de s'attaquer à un PLU 2 ans avant un renouvellement d'élections. Et là, ils se sont vraiment heurtés à une levée de bouclier d'une partie de la population qui n'a pas du tout compris cette façon de réformer le PLU, parce que de toute façon, une réforme de PLU crée des clivages dans le village. Alors, en effet, on imagine mal la lecture du PLU le soir au coin du feu. Hein, c'est pas un document, c'est pas des contes pour enfants, en effet. Mais l'expérience que vous racontez non plus n'est pas un conte pour enfants. Les choses ont bien eu lieu et donc il y a ce choc du réel avec le renouvellement de l'équipe municipale. Et on brûle de savoir ce qui se passe au moment des dernières élections municipales. Est-ce que cette équipe-là est congédiée à cause notamment de ce PLU ou comment les choses se passent? Qu'il y a une forme d'hybridation, une poursuite? Alors, la campagne électorale a été rugueuse, il faut bien le dire, parce que effectivement, une opposition claire est née au moment du PLU et une liste s'est constituée d'opposition à l'équipe citoyenne. Donc là, on était vraiment dans l'exercice démocratique dans toute sa splendeur. Donc pour moi, c'était signe d'une vitalité. Hein. Mais ça a été assez difficile pour les habitants, hein, parce qu'il y a eu des confrontations assez violentes, finalement sur des questions politiques de fond aussi et de projets de société entre propriété privée, PLU, avenir, dérèglement climatique. Voilà, l'équipe peut-être s'est retrouvée confrontés à des questions de fond politique alors que c'était pas quelque chose qu'ils avaient mis en avant au départ. Mais c'est aussi ce qui leur a été reproché. Vous n'avez pas de projet politique. Donc voilà, ils se sont retrouvés un peu au carrefour de tout ça. Ils ont perdu les élections à 18 voix. L'équipe qui a gagné aujourd'hui, qui a gagné en mars, pendant la campagne, ne remettait pas en question la participation. A beaucoup communiqué en disant non mais attendez, on va pas revenir complètement en arrière. Il y a des choses de bonnes dans cette expérience-là et nous essaierons de les mettre en place. Là, on en est à quelques mois plus tard, on attend toujours. Voilà, moi je laisse ouvert. J'ai assisté à une conférence il y a quelques jours d'un documentaire sur l'expérience de Saillant. Le maire actuel y était. Voilà, il continue à dire qu'ils vont mettre en place des commissions qui vont être ouvertes à la population. Voilà, on est en octobre, elles n'ont pas encore eu lieu. À l'heure des charges, à tous, Saillant a été soumis à une pression médiatique énorme. Ça n'a pas été forcément un bien pour et les élus et pour le village et pour les citoyens.
Et donc pour l'équipe qui a aujourd'hui remporté les élections, je pense qu'il faut aussi un temps de mise en place et de comment dire de mise en confiance, quoi, parce que l'équipe ancienne a été quand même très exposée pour le meilleur et pour le pire. Donc on le comprend dans ce que vous dites, cette expérience a participé à une forme de politisation importante des habitants du bourg. D'autre part, on voit qu'il y a une continuité, ou en tout cas on postule la continuité de certaines pratiques. Si je vous posais une ou deux questions conclusives, je vous demanderais comment est-ce que cette expérience-là peut nous aider à penser les transformations actuelles de la démocratie, et comment est-ce que vous envisagez l'avenir de ce genre de pratique, c'est-à-dire plus local, avec une participation qui est plus proche des citoyens, qui eux-mêmes se font aider par des experts, mais sont des décisionnaires in fine? Vous pourriez donner quelques éléments, peut-être des éléments d'espoir aussi. Oui, oui. Moi, je continue à penser que quelque chose se passe. Il va falloir, en tout cas pour les équipes qui ont gagné, parce qu'il y a 66 listes citoyennes qui ont remporté les élections de 2020, certaines se revendiquant de Saillant. Ce que j'ai compris, moi, de ce à quoi il fallait faire attention pour l'avenir, et puis de ce à quoi il fallait affirmer. Je pense par exemple sur la question très symbolique des représentations, notamment de la figure du maire. À Saillant, ça a beaucoup bousculé parce que l'équipe citoyenne a mené en fait une politique de déconstruction. Et les déconstructions, c'est bien, mais c'est aussi très violent. Et donc voilà, la figure du maire, la verticalité est encore quelque chose qui nous constitue tous. Donc, je pense que quand les équipes, là, des nouvelles équipes se lancent, elles doivent avoir en tête que ce processus de déconstruction, il va falloir le mener avec beaucoup de doigté. Ce que je crois aussi, c'est que pour donc toutes ces transitions hein, d'exercice de la politique, il faut arriver à tenir plusieurs bouts. C'est-à-dire que il faut à la fois, je crois que dans des équipes comme ça citoyennes, il faut qu'il y en ait certains qui ont le talent de garder le lien avec on va dire, les traditions orales de la politique, puissent à la fois être soutenus dans cette démarche de continuer à garder le lien avec les citoyens dans un quotidien, tout en ayant une vision d'avenir et des pratiques et des méthodes ultra intéressantes et élaborées. Vous voyez? Donc, je crois que là, moi, je vois dans des équipes là qui viennent de s'installer, c'est important de tenir ces deux bouts-là, c'est-à-dire entre les anciens et les modernes, en gros. Hein, Sinon, on peut, enfin là, on le vit en ce moment, on peut aller aussi vers encore plus de fracturation, et on en souffre suffisamment en ce moment. Donc, il faudrait pas non plus que ces nouvelles élaborations de faire de la politique autrement créent encore plus de déstructuration. Donc là, ça veut dire que ceux qui s'emparent de cette façon de faire ont un travail absolument titanesque de compréhension de là où ils sont, de la sociologie, de l'histoire, d'un territoire, des us, des coutumes. On n'arrive pas avec des choses plaquées, toutes faites, même s'il y a des urgences climatiques. On peut pas arriver comme ça avec, voilà, vous là, vous n'y comprenez rien, on va vous expliquer comment doit être aujourd'hui l'exercice de la politique ou du pouvoir. Donc ça, c'est quelque chose de très compliqué. Alors, moi j'ai une question à vous poser. Vous avez décrit la mobilisation des habitants du bourg de Saillant contre l'implantation d'un supermarché, et vous nous expliquez que dans votre village actuel où vous habitez, où vous êtes mobilisé pour l'accueil d'un centre de réfugiés, où une mobilisation du Front National a tenté de l'empêcher. On pourrait totalement imaginer que la participation, comme dans d'autres pays, notamment comme ça peut être le cas en Italie ou en Espagne, avec le mouvement Vox en Andalousie, il y a des réactions locales qui sont pourtant participatives, citoyennes, dirait-on, qui refusent l'implantation de tel ou tel équipement, pourrait-on dire, ou de telle ou telle structure, qui sont pourtant plus marquées à gauche, dirions-nous. C'est pas un peu le paradoxe, cette participation qui n'est pas bonne en soi, qui n'est pas par définition bonne? Dans le village où j'habite, ce qui était d'autant plus intéressant, c'était qu'effectivement un centre d'accueil pour les réfugiés s'est ouvert, et que la décision, c'était une décision d'État du préfet. C'était au moment de la fermeture de Sangatte, et bon, François Hollande avait décidé effectivement que les réfugiés puissent être accueillis partout sur le territoire.
Donc dans la Drôme, c'était notre village parce qu'il y avait un endroit qui le permettait. On n'a pas demandé l'avis à la population, hein, c'était une décision qui venait du préfet. Et donc, le maire s'est retrouvé dans une situation un peu délicate parce qu'il devait appliquer la loi et il y avait une partie de la population qui était inquiète et qui, en réunion publique, avait exprimé son inquiétude. Donc, il n'y a pas pu y avoir de processus, on va dire, de préparation parce que les choses sont arrivées d'en haut comme ça et elles ont été imposées. C'était une décision d'État. Voilà. Donc, bien sûr que la participation n'est pas intrinsèquement bonne parce que c'est de la participation. Je crois fondamentalement que ce qui est intéressant dans ces processus de participation, c'est en fait un temps de formation à la citoyenneté. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans le pays et partout, et que les citoyens ont atteint un certain niveau de maturité, euh, ils ont envie désormais de ne pas se contenter de donner leur avis un jour tous les 6 ans ou tous les 5 ans, etc. Et ils ont envie mais pour cela, il faut un temps de travail commun. Là, je repense à la Convention citoyenne pour le climat et je repense à ce qui s'est joué à Saillant autour du PLU. Euh, il n'est pas question pour moi, on vous pose des questions, donc là c'est référendum, hein, on vous pose des questions et puis par oui ou par non, vous allez me dire s'il faut un centre d'accueil pour les réfugiés. Ça, c'est dangereux. Par contre, si on laisse un temps de préparation où les gens vont travailler ensemble, en fait, c'est ça, réfléchir ensemble, être plus intelligents ensemble et entendre les avis divergents, peut-être qu'on va arriver à des consensus, parfois qu'on va trouver des consensus mous, mais ce qui aura été transformé chez les citoyens, ça, moi, je l'ai observé, ça, je l'ai vu. Et je l'ai vu aussi à la Convention citoyenne pour le climat. Des gens de milieux sociaux différents, d'âges différents, ont bossé pendant des mois. Eh bien, je suis convaincue que ces gens ne sont pas les mêmes aujourd'hui et qu'ils ont une relation à leur pays, à la citoyenneté, à la République qui est différente. Voilà. Et ça, voilà, moi j'ai de l'espoir là-dessus. Mais ça veut dire que si, par exemple, des listes, des gens veulent s'investir en politique pour inventer une autre façon d'agir, il faut qu'ils s'y mettent 2 ans avant des élections. C'est un travail, c'est un processus parce que on va déconstruire pour essayer de construire autre chose. Et ça ne peut pas se faire en 3 mois. Hein. À Saillant, comme toutes les communes que j'ai rencontrées qui ont réussi à avancer, elles ont travaillé pendant 2 ans. 2 ans. Déjà travailler sur le groupe. Qui tu es toi par rapport à moi? Est-ce qu'on va arriver à se supporter, toi qui es chasseur et toi qui es écolo? Est-ce qu'on va arriver à bosser ensemble, quoi? Et voilà. Donc moi j'ai de l'espoir, mais ça veut dire qu'il faut un temps à la citoyenneté. C'est pas des slogans, c'est pas des oui/non, et c'est pas des clics, 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 quoi. J'ai une dernière question, peut-être plus méthodologique, mais qui peut tout à fait intéresser les auditeurs des entretiens d'Auxerre. D'ailleurs, je pense qu'on vous la pose souvent. Est-ce vous n'avez pas été tenté de participer à l'expérience en tant qu'élu, ou est-ce que vous y avez justement participé? Est-ce que vous avez fait une observation totalement participante en étant à la fois et journaliste et citoyenne très active? Et est-ce que vous vous êtes présenté aux dernières élections pour sur la liste? Voilà, c'est une petite question de méthode, justement. Comment est-ce qu'on écrit une enquête? Et là, non. Donc, Saillant, je ne me suis pas présentée. Moi, j'habite dans un autre petit village qui s'appelle Alex, qui est à quelques kilomètres de Saillant. Et j'ai un chapitre, je consacre un chapitre dans mon livre sur Alex. Moi, j'exerce ma citoyenneté en ce moment à travers un collectif de citoyens qu'on avait créé il y a 3 ans, 4 ans, suite à l'installation d'un centre d'accueil des réfugiés dans mon village, et qui là a déclenché une grosse manifestation du Front National local qui n'était jamais venu dans la Drôme, dans la vallée de la Drôme. Et du coup, ce collectif de citoyens s'est constitué, et nous, par exemple, nous avons monté un café associatif. On a travaillé pendant 1 an, etc. Donc, pour moi, aujourd'hui, et je me suis évidemment beaucoup influencée de l'expérience de Saillant. D'ailleurs, un proche de l'équipe de Saillant est venu nous aider à travailler sur la constitution de notre groupe, qu'est-ce que c'est que d'avoir un projet collectif, à lever les lièvres en fait, hein, c'est-à-dire toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est de faire groupe, qu'est-ce que c'est, et ça commence par et là on a vraiment beaucoup de travail, on ne sait pas faire hein, sur les prises de pouvoir, les grandes gueules, voilà. Donc ça on a travaillé. Saillant nous a aidés. Donc voilà, moi pour l'instant je ne m'engage pas en politique.
Mon engagement dans la politique, je le fais par mon travail d'autrice et de journaliste. Je ne dis pas qu'un jour ça sera pas l'heure, j'en sais rien. Pour en revenir juste à votre question précédente, je pense qu'il faut vraiment garder de l'espoir parce que moi j'observe notamment des lieux qui ont un énorme besoin de démocratisation. Ce sont ces nouveaux échelons qu'on appelle les intercommunalités ou les métropoles ou en plus petit, ce sont les agglomérations. Ce sont des lieux où le pouvoir se décide aujourd'hui. Et il y a tout à faire en termes de démocratisation. Et là, moi, je travaille sur une équipe municipale, donc citoyenne sur le modèle de Saillant, qui a compris qu'il fallait aussi s'emparer de cet échelon-là et qui réfléchissent en ce moment à faire travailler les citoyens au niveau des intercommunalités. Donc, vous voyez, il se passe des choses dans ce pays, et beaucoup au milieu rural, qui sont parfois plus éloignées des centres de pouvoir, mais que du coup ont des marges de manœuvre aussi plus importantes par rapport à la question des lieux de pouvoir. Mais écoutez, il me reste à vous remercier d'avoir répondu à ces quelques questions qui permettront donc au public nombreux et fidèle des entretiens d'Auxerre de prendre connaissance de votre travail et donc de réfléchir également à l'engagement et à la participation citoyenne, en effet au niveau le plus local. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.